Alors je t'ai laissé mon numéro là sur le... Mademoiselle Garcia, expliquez-nous le but de cette soirée, le musée des Clos en lumière, ici, appelle-vous. Alors l'objectif de cette soirée, c'était vraiment de réaliser une cérémonie d'inauguration, parce qu'on a eu l'obtention du label Tourisme et Handicap, sous ces 4 formes, donc moteur, visuel, auditif et mental. Et donc on va commencer par un petit discours d'officiel à 21h, avec un buffet à volonté également, et ensuite à 22h, un spectacle théâtral et pyrotechnique rempli de poésie pour célébrer donc, le fait que le musée soit accessible à tous désormais. Alors à quoi correspond ce label? Qu'est-ce qu'il apporte en plus sur ce lieu, sur ce site touristique? Alors, nous, en montagne, on a généralement l'habitude, les gens disent d'habitude qu'on n'est pas accessible à tous, que c'est sportif, que c'est pas accessible. Alors que là, en l'occurrence, justement, on prouve le contraire. La montagne, c'est pas une destination qui est sélective ou restrictive. C'est accessible à tout le monde, justement par l'aménagement et des équipements de structures touristiques, que ce soit activités sportives, des hébergements, des activités, mais également tout ce qui est équipement culturel, comme le musée ethnographique des Clos. Et on montre que justement, dans le musée, tout le monde peut venir. Donc on a effectué plusieurs aménagements, que ce soit donc pour les fauteuils roulants, mais également pour les malvoyants, donc avec des plaquettes qui sont écrites en très gros, avec voilà, certaines caractéristiques, pour avoir ce label. Donc on a mis 2 ans à obtenir ce label. C'était difficile pour l'avoir? Faire une fête pour fêter ce label, c'est une très belle chose, mais ça semble avoir été un parcours un peu du combattant, non? Ça n'a pas été facile dans le sens où il a fallu vraiment prévoir tous les équipements qui soient accessibles à tous, et donc pour obtenir une forme de handicap, hein, c'est déjà assez compliqué, mais nous vraiment l'objectif c'était pour accueillir tout le monde. Donc il a fallu vraiment se renseigner, vraiment établir un vrai projet avec le conseil général qui nous a suivis, qui nous a donné des conseils sur tout ce qu'on pouvait faire. Et donc on a eu une visite au printemps l'année dernière qui nous dit c'est bon, je pense que là vous avez tous les équipements nécessaires pour les 4 formes de handicap. Alors est-ce que c'est une volonté plus large du département ou du secteur de Valouise de permettre un accès plus facile aux personnes handicapées? Est-ce que c'est un travail de fond que vous allez organiser maintenant? C'est certain, même, je pense que c'est même un projet étatique, justement de rendre le plus accessible possible toutes les destinations touristiques et même non touristiques, et même pour la population locale qui pas toujours, voilà, qui ne peut pas toujours marcher ou qui a quelques déficiences. Je pense que c'est une volonté certes étatique, mais je pense dans tout le monde pareil, tout le monde voudrait que ce soit accessible. Après, je pense que nous, ça nous tient particulièrement à cœur parce qu'on souffre d'une réputation de destination sportive, alors que non, tout le monde peut venir, tout le monde peut faire d'activités, tout le monde s'associe, tous les prestataires aussi essaient de faire en sorte que des fauteuils roulants puissent venir avec eux. Pareil pour les hébergements, donc c'est vrai que nous on est particulièrement sensibles à ça et c'est un peu notre politique de développement touristique ici. Ici, c'est important pour vous l'obtention d'un label pour une zone touristique comme ici appelle-vous? Oui, c'est très très important parce que c'est vrai qu'on se bat jour après jour pour avoir des hôtels accessibles, pour avoir des cars accessibles, et si après les gens quand ils viennent en vacances ils n'ont pas des endroits accessibles pour pouvoir visiter, ça ne servirait à rien. Donc vraiment il faut que ça soit, c'est très très important. Alors des gens ici nous ont dit que ce label avait été difficile à obtenir. Les conditions sont très restrictives, très complexes pour permettre d'avoir un tel label? C'est complexe parce que la région
région est tout en pente et tout, donc c'est très difficile d'accès. Il n'y a pas de place de parking, regardez déjà pour rentrer, ils ont mis leur matériel là. Et c'est pas facile, quoi. C'est le problème, il est là, quoi. Alors, il y a des grandes pentes de partout, c'est très difficile après. Alors pour obtenir ce label, que faut-il faire? Il faut permettre un accès aux personnes à mobilité réduite. Mobilité réduite, après un label pour les sourds, parce qu'il y a les 4 labels là, donc les aveugles. Et donc c'est vraiment formidable, quoi. Alors ce label peut être décomposé simplement sur Voilà, l'un des 4. Voilà, on peut avoir l'un des 4. Oui. Donc ici les 4 labels. C'est très rare, très très rare. Alors vous sentez une volonté des pouvoirs publics, pas forcément ici, mais au sens général, de faire progresser les questions du handicap? Oui. Moi je suis né handicapé et je ne pouvais rien faire quand j'étais gamin. Et de plus en plus on peut aller à peu près de partout maintenant. Donc, des enfants handicapés aujourd'hui peuvent avoir un accès plus facile à des lieux publics? Et nous travaillons à ça et on espère que d'ici 50 ans, on n'en parle même plus, que ce soit partout pareil. Parce que des pays comme les États-Unis sont très très bien équipés et pas l'Europe. Oui, c'est vrai. On a 50 ans de retard, mais ça viendra. Ça va prendre le temps. Il n'y a pas de problème. J'ai confiance. Maintenant, après, ça dépend des politiques et ça dépend de l'argent, c'est toujours pareil. C'est une question d'argent. Et des associations qui permettent de travailler beaucoup. Très bien. On se bat. Voilà, super. La passerelle et tout, c'est vraiment super. Donc là, pour les aveugles, pour les malvoyants. D'accord, c'est une bande qui leur permet de se guider. Il y a peu de musées quand même accessibles pour les personnes handicapées. Ça commence quand même. Oui. Les grandes villes sont accessibles quand même maintenant. Donc je crois que les derniers de Marseille, tout ça, ils sont tous super accessibles. Après, par chez nous, c'est très difficile, c'est l'accès qui est difficile. Là, ils ont encore de la chance d'avoir un parking pas trop loin, mais sinon, on peut pas se garer. Nous, dans le Champsor, ils ont fait quelques trucs vraiment bien accessibles et tout, mais après, pour se garer, le problème est là. Ça fait des pentes très importantes. Bien, et bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, merci d'être présents avec nous ce soir pour célébrer l'acquisition des labels Tourisme Handicap sous ses 4 formes, donc moteur, visuel, auditif et mental. Donc en effet, nous sommes particulièrement fiers de rendre de plus en plus accessible le territoire, notamment nos équipements touristiques et culturels. Nous sommes très sensibles aux visiteurs et locaux qui ont certaines déficiences et nous avons vraiment le devoir de rendre accessibles toutes les activités sportives, les hébergements, mais également toutes les activités culturelles. Je profite d'ailleurs de cette célébration pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes à cette démarche d'équipement adaptée pour tous. Nous souhaitons mettre un vrai point d'honneur sur l'accès à la montagne, qui n'est pas sélectif, mais qu'au contraire, tout le monde peut en profiter. Donc ce sont dans ces grandes lignes que nous retrouvons certaines de nos orientations et notre politique de développement touristique de favoriser l'accès aux personnes en situation de handicap. Donc je souhaite remercier avant tout EDF, sans qui nous ne pourrions réaliser cette soirée ce soir. Moi je me présente à Alain Zurbac, je représente EDF Production Hydraulique, donc et Vincent Gabet, que Joël connaît très bien, un ami de longue date autour de cette hydroélectricité présente dans le département. Donc je voulais aussi associer à cette présentation M. Allemand, qu'on a cité tout à l'heure, qui est le représentant EDF hydraulique au sein même de l'Argentiérois et du Liesse 3,
moi-même étant un peu plus sur le 0,5 et le 0,4. Et donc c'est pour ça que je vous présenterai ce qui se fait aussi en écomusée et autres. Donc je rappellerai juste que l'hydraulique dans la région PACA, c'est certes ici au niveau de Pelvoux-des-Clos, c'est aussi Serponçon que l'on connaît, Sainte-Croix, et qui alimente donc tout le long de la Durance jusque dans la vallée du Rhône et l'étang de Berre. Donc pour dire que cet usage de création d'électricité, donc bien évidemment ça date des années 60, le but étant de faire de l'énergie électrique, mais il y avait aussi un but historique qui était de décréter les crues. Ceux qui étaient en 2008 ont pu s'en rendre compte, c'était quand même assez impressionnant. D'un autre côté, on a une obligation aussi de desserte du monde agricole, donc eau potable et eau agricole de la Durance jusque dans la fin de l'accro. Un usage maintenant qui est indéniable, qui n'était pas prévu dans la concession, qui est le tourisme. Donc c'est pour ça que vous allez voir, je vais venir petit à petit vers le tourisme industriel. Alors c'est vrai que ce tourisme est présent autour de Serponçon avec le syndicat mixte d'aménagement des berges de Serponçon et tous les équipements qui ont pu être faits en relation avec le Conseil général, les communes pourtour de cet écrin de notre département. Je suis là pour représenter l'association Les Paradis de France, mais en même temps, je présente aussi des collègues de tout handicap, parce que c'est vrai qu'on se bat depuis des années pour voir des projets comme ça sortir des terres, donc c'est vraiment formidable. Et là, quand on a des gens de bonne volonté qui veulent faire des trucs, on peut vraiment faire des trucs magnifiques. Et la preuve, il n'y a pas d'estrade, j'ai pu prendre le micro, donc c'est vraiment super. Dans un lieu qui est magique, tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est un pôle d'excellence rurale en 2008 qui nous a conduit à faire en sorte que le pays des écrins devienne aussi le pays de l'eau. L'eau d'ailleurs qui se décline sous plusieurs formes. Ici nous avons le volet hydraulique, il y a aussi le volet des sports d'eau vive, il y a beaucoup de l'eau. L'eau est très impactante dans le paysage et bien sûr l'eau est impactante dans l'histoire. Parce que si cette région a changé au tout début, dans les années 1907-1908, c'est tout simplement qu'on est passé d'une ère qui était une ère complètement agricole à une ère industrielle, et cela a été rendu possible par cette épopée extraordinaire dont vous êtes aujourd'hui, au titre de EDF Production Hydraulique, les héritiers. Cette épopée de gens qui arrivaient, qui travaillaient, qui creusaient des galeries dans des conditions qui étaient des conditions de l'époque, et on se demande encore comment des ouvrages comme cette magnifique centrale cathédrale, parce qu'elle a presque l'allure d'une cathédrale, mais aussi le siphon du Barry un peu plus loin, ont pu être réalisés à cette époque. Rappelez-vous les magnifiques photos pour ceux qui les ont vues, où on voit un échafaudage qui ressemble à un échafaudage en Corée, on dirait un échafaudage de bambou, qui permet de monter du pied de la Durance jusqu'à l'arche du fait de ce siphon. Monsieur Giraud, député maire de l'Argentière-la-Bessée, ce label, ça a été difficile à obtenir? Non, en fait, comme disait quelqu'un, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et en fait, aujourd'hui, sur cet espace muséographique des Clos, qui est quand même un espace moderne, il suffisait d'un certain nombre d'aménagements spécifiques, de façon à ce que tous les handicapés, quel que soit le handicap, qu'ils soient visuels, qu'ils soient auditifs, qu'ils soient également un handicap, j'allais dire, plus classique avec les personnes à mobilité réduite, ou un handicap mental, puissent être accueillis dans cet espace. Mais c'est aussi, dans les Hautes-Alpes, je dirais, une exigence. Nous sommes un des rares départements à assurer du sport handicap, y compris dans le sport du handicap mental. Donc vous voyez, nous avons l'habitude d'accueillir nos amis handicapés qui ont le droit à la solidarité des citoyens. Et comme on sait ce que c'est que la solidarité dans un très petit département de montagne qui a souvent besoin des autres, eh bien la solidarité s'applique aussi sur un espace comme cet magnifique musée des Clos, où on peut admirer à la fois une usine hydroélectrique en fonction et un musée qui explique comment la société est passée de l'époque rurale à l'époque industrielle au tout début du XXe siècle, avec des grands inventeurs comme Gilbert Planche, qui d'ailleurs devint plus tard député radical socialiste de cette circonscription. Quel projet allez-vous mettre en œuvre dans votre circonscription dans les mois et les années qui viennent, justement pour permettre ce que vous disiez à l'instant,
aux handicapés d'accéder à la culture, aux espaces de vie, aux espaces touristiques. Qu'allez-vous pouvoir faire? Qu'allez-vous faire? Je pense que le premier travail que nous avons à faire, c'est de rendre accessible un certain nombre de sites du Parc national des Écrins. Car nous sommes en pleine nature, donc c'est difficile effectivement pour un certain nombre de handicaps, et notamment les personnes qui ont un handicap moteur. Et il faut que nous puissions rendre un certain nombre de sites accessibles avec le Parc national des Écrins, pour que là encore tout le monde puisse bénéficier de cette nature extraordinaire, que les aveugles puissent aussi sentir ce qu'est un champ de chardon bleu, pour qu'ils entendent le bruissement des abeilles qui viennent butiner, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle le cabaret des abeilles. Et je crois que tout ça est possible, et j'ai l'habitude d'accompagner, j'ai accompagné récemment des gens qui étaient aveugles dans un festival de musique en Auvergne. Je crois qu'on fait des découvertes extraordinaires en se mettant dans la peau même de la personne handicapée, parce qu'on perçoit les choses différemment. Et nous allons continuer également sur le sport pour les handicapés, parce que notamment dans le Queyras, ce qui est un petit pays mais qui est un pays magnifique, depuis très longtemps les équipements sont achetés les uns derrière les autres, et nous allons pouvoir faire de grandes choses avec le sport handicap et le handicap mental surtout dans cette région. Entre nous, monsieur le député, vous trouvez qu'en France la question du handicap est suffisamment prise en compte par les pouvoirs publics? La France est très en retard, non, par rapport à d'autres pays? Moi je suis atterré parce qu'à chaque fois on est en train de fixer des limites. C'est 2015 pour l'accessibilité des bâtiments publics, et à chaque fois on demande des dérogations pour ne pas les appliquer. Effectivement on est très en retard. On est très en retard sur la perception du handicap aussi. Le regard qui est porté sur le handicap est bien différent en Suisse qu'en France, et bien différent en Italie qu'en France. Le regard sur le handicap en Italie fait que tout le monde vous aide, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous arrivez dans une grande ville. Regardez ce qu'est le métro de Paris, regardez ce qu'est le métro de Bruxelles, une ville qu'on fustige souvent. Eh bien, le métro de Bruxelles est entièrement accessible aux handicapés grâce à des systèmes qui existent dans toutes les gares et dans toutes les stations. Paris n'en est pas encore là, et je crois que malheureusement c'est le problème des transports qui pêche le plus. Les handicapés en France ne peuvent pas se déplacer, et je crois que c'est là-dessus qu'il aurait fallu le plus insister, car qu'on ait des chambres d'hôtel accessibles en rez-de-chaussée, c'est souvent le cas, mais malheureusement quand on ne peut pas se déplacer, quand on ne peut pas prendre le train, quand on ne peut pas prendre le métro, eh bien on est confiné chez soi et on ne peut plus rien faire. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet sur le transport. Alors au-delà du handicap, un petit mot sur votre belle région. La situation touristique n'a pas forcément été fabuleuse, mais dans toutes les régions de France, en raison d'une situation météorologique et économique qui sont difficiles. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous les milliers de gens qui vont voir l'interview que vous avez la gentillesse de nous accorder, pour qu'ils viennent dans cette région de la Valouise, dans le département des Hautes-Alpes, dans le massif des Écrins? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour venir? Je crois que s'ils veulent vraiment voir une nature sauvage à l'état brut, à portée de main, j'allais dire même à portée de balcon de leur propre chambre de gîte ou d'hôtel, il suffit qu'ils viennent ici dans le pays des Écrins, et ils auront la surprise de descendre prendre le petit déjeuner avec des cervidés qui viennent à côté de vous, pour simplement parce qu'ils sont là dans un espace naturel, et que ici rien n'a vraiment changé. Je crois qu'on a une chance immense ici, c'est de n'avoir pas été des grands bénéficiaires de l'implantation massive de remontée mécanique, et finalement nous en tirons aujourd'hui les bénéfices. C'est une nature à l'état brut, c'est un pays sauvage qui se mérite, mais c'est un pays qui est merveilleusement beau et merveilleusement authentique. Alors ils peuvent venir, il y a encore de l'espace et de la place ici pour les accueillir. Merci.
come back several years with us and listen to this closing announcement from the Lux Radio Playhouse as it was made by actor Joseph Cotton. Of sound, right? Now you know how we play. We're going to give you certain sounds to identify. And now. And now.
Je vous demande de les apporter très fort qui sont venus ce soir pour montrer ce magnifique spectacle. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup à l'Office du tourisme, à EDF pour nous avoir accueillis, pour vous montrer ce super spectacle. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt, j'espère.